Vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. Bienvenue. On en parle. C'est bien cet accord de paix de Doha entre l'AFC et M23 et la République démocratique du Congo. Le samedi, on a eu à signer comment il devrait évoluer avec le temps, mais dans la partie est de la République, on continue toujours de tuer. Qu'est-ce que Kinshasa devrait faire pour retrouver la paix totale dans la partie est de la RDC? Faut-il revenir à l'interne comme les autres pensent que malgré Doha à Washington, il faut se parler entre Congolais? On va recevoir, c'est pour la première fois, carte sur table sur Congo 26, Jean-Marie Kessamba, président du groupe Télé 50, président de l'INPC Kinshasa. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous êtes bien? Oui, il fait beau à Kinshasa, même si la chaleur n'est pas très bonne pour échanger sur des matières aussi importantes que sont la stratégie et la communication de crise. Mais je vais bien, je vais très bien. Jean-Marie Kessamba, vous connaissez très bien. 3 ans, Bunagana dans le main des ennemis ou de rebelles. 8 mois, 9 mois, c'est bien Goma et Bukavu et certaines de villes. Washington, on parle de Doha, on a vu Angola, Nairobi, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes sûr de l'extérieur? Tout ce qu'on fait de l'extérieur? Bon, je pense que ce qui est plus important, c'est d'expliquer d'abord comment ça marche, les relations entre États, comment ça marche la gestion de pays, la notion de puissance et les relations internationales, mais aussi la vie en société, comment ça fonctionne. Ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas une génération spontanée, c'est tout simplement la conséquence d'une situation qui a dégénéré depuis un certain temps, mais également l'impréparation des Congolais à assumer un pays continent comme le nôtre et surtout qui regorge de beaucoup de richesses, un pays aux 1000 enjeux. Et lorsque vous ne maîtrisez pas les enjeux, vous pouvez traiter ça à la petite semaine et parfois ça donne des inconvénients comme ce que nous sommes en train de vivre. Mais ça remonte à 1960. Lorsqu'on accède à l'indépendance, l'élite d'alors pensait que l'indépendance seule suffit pour remplacer les Belges et gérer un pays continent. Ils se sont fourvoyés dans des petites querelles, dans des bassesses. Tshombe a décrété son indépendance avec son Katanga. Kalonji Moulopoué est parti au Kasaï avec son empire ou son royaume. Et à Kinshasa, Lumumba et Kasavubu sont restés avec la partie incongrue. Ça s'est répété avec les guerres moulélistes à l'époque du maréchal Mobutu. Ça s'est terminé en 1965 et avec la CIA, les Américains qui ont pu aider à l'armée d'alors d'instaurer la dictature jusqu'en 1997. Mais en 1998, une partie des Congolais se sont mis avec les Rwandais au RCD, d'autres se sont mis avec les Ougandais, avec Jean-Pierre Bemba. On voit les conséquences aujourd'hui avec ces procès en France, avec le Roger Lumbala, etc. Et en ce moment, il y a d'autres Congolais qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est fait à Kinshasa. Ils ont de nouveaux alliés, les Rwandais, probablement d'autres puissances. Et au niveau de Kinshasa, la capitale, il y a un processus qui, mi-figue, mi-raisin, essaye
de rattraper la situation, etc. Et donc, moi, je pense que le plus important, c'est pas de dire comment on peut récupérer l'Est, c'est comment on veut gérer le pays d'une manière globale, de sorte que, ou l'Est, ou l'Ouest, ou ailleurs d'ailleurs, on puisse trouver la paix totale. Que personne n'ose tenter une agression quelconque à la République démocratique du Congo, même si c'est pour venir chercher des richesses ou des terres, etc. Voilà, c'est un peu cela. Et alors, de la sorte dont le gouvernement congolais aborde le volet diplomatique, est-ce qu'on peut espérer voir au moins cette diplomatie toujours chantée, agissante, qui arrive aujourd'hui à donner de fruits, de la sorte où est en train de passer, parce que quand vous prenez l'accord des États-Unis, jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas les effets sur terrain. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la diplomatie, c'est le prolongement de la politique interne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'au gouvernement, il y a autant de ministres. Il y a le ministre de l'Intérieur qui s'occupe des provinces. Il y a le ministre de la Justice qui s'occupe de l'application de la justice. Mais il y a aussi les autres ministères. Développement, planification, etc. Plus le ministre des Affaires étrangères qui s'occupe de la diplomatie. On peut lui adjoindre le ministre de la coopération, etc. Tout ce qui est orienté vers l'extérieur du pays. Les domaines de collaboration avec le président, la défense, les affaires étrangères. Mais pour que ça marche, il faut que le reste membre du gouvernement tourne correctement pour donner les biscuits, c'est le moins qu'on puisse dire, au ministre des Affaires étrangères, pour qu'il fasse une bonne diplomatie, pour qu'en interne, ce qui ramène de l'extérieur ait de l'écho, ou si vous voulez, de la consistance. Est-ce que ce n'est pas fait? Non, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que à chaque fois, nous voyons chaque semaine le conseil de ministres. Il y a certains de ministres qui, de gauche à droite aussi, quand ils sont en train d'intervenir peut-être dans de réunions à l'extérieur du pays, ils arrivent aussi à clasher quelques mots sur... ou bien ce n'est pas ça. Dans la vie, on dit la fin justifie les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? Si ça fonctionnait, on allait récupérer Bunagana, on allait récupérer Bukavu, on allait récupérer Goma, on allait taire les Mobondo, on allait en Ituri, tous ces groupes armés qui perturbent le bon fonctionnement du pays. Moi, je pense qu'il y a matière à réflexion fondamentalement sur le Congo comme nation. Congo comme nation. Oui, matière à réflexion sur les fonctionnements des institutions de la République pour restaurer ce qu'on appelle la résilience nationale. Un langage beaucoup plus simple, c'est l'État est composé de quoi? Du territoire, 2 345 000 km². Garanti par qui? L'armée, qui doit protéger les territoires, les frontières. L'État est composé d'une population. Aujourd'hui, nous sommes à peu près, 160 millions, à peu près. Mais il y a une partie de cette population qui n'est pas protégée par la République. Donc, il faut absolument que l'État-nation retrouve ses prérogatives. L'État, c'est quoi? L'État, c'est aussi les institutions de la République qui assurent la souveraineté sur l'ensemble du territoire. Il y a une partie de notre souveraineté qui est entachée par les escarmouches, enfin, pas les escarmouches, mais les turbulences, c'est le mot qu'on puisse dire. Et donc, il faut que l'État-nation se pose de vraies questions pour récupérer ses prérogatives partout. Si ce n'est pas le cas, il faut que les Congolais eux-mêmes se retrouvent pour pencher sur ces problèmes le plus sérieusement possible. Mais lorsque vous parlez des institutions... On peut décaler les responsabilités auprès des autres, c'est la faute à tel pays. Non, il faut d'abord que
ceux qui ont l'impérium, convient ceux qui ne l'ont pas, pour parler sérieusement des problèmes du pays. Mais lorsque vous parlez des institutions, on remarque qu'il y en a en République, ils travaillent, mais c'est comme si, avec tout ce que vous venez de dire, pour eux, ils disent qu'il n'y a pas une crise, nous avons des institutions, au moment où le pays est attaqué. Et quelle est la définition de la crise? La crise, c'est le dysfonctionnement du système. La crise, c'est la perturbation de la marche normale d'un système, d'une organisation. Nous sommes en crise parce que notre organisation, gouvernement, notre organisation, État, notre système est perturbé. C'est pour ça qu'on appelle la crise. Et en situation de crise, il faut une communication de crise, une gestion stratégique de la crise. On peut ne pas l'avouer, ça s'appelle politique de l'autruche. Mais quand on voit l'activisme que l'on a doit Washington, beaucoup de... En ce moment, nous sommes en train de gérer d'ailleurs la communauté des Grands Lacs. Voilà, tout ceci démontre qu'il y a effectivement la crise et qu'il faut la gérer le plus sérieusement possible. C'est tout. Alors aujourd'hui, cette voie diplomatique, on part à Doha le samedi, on s'est mis d'accord sur ce qui devrait marcher, enfin d'avoir l'accord définitif. Est-ce que vous pensez que la FCM 23 ou Kinshasa, l'un des partis va se faire, va se laisser faire? Non, le problème c'est que au moment où il y a trop d'exigences... La gestion des crises répond à la problématique du questionnement sur la même crise. C'est-à-dire, pourquoi on doit se parler? Moi, si je vous pose la question, et je vais la répondre à la question, qu'est-ce qu'on discute à Doha? Avec qui on le fait? Pour retrouver la paix en République démocratique du Congo. D'abord, avec qui on parle à Doha? On parle avec l'AFC, le M23 et le M23, qui ne sont pas considérés comme des vrais interlocuteurs. Autrefois d'ailleurs, on ne voulait même pas parler avec eux, on ne voulait même pas leur donner un crédit. Bon, aujourd'hui, comme ils occupent un espace, les crédits leur est accordé. Maintenant, il y a discussion et échange de signatures. Sur base de quoi? Ben, sur base des dossiers, il y en a 8, sur lesquels ils ne sont pas encore tombés d'accord. Ce qui a été signé, c'est on tombe d'accord pour commencer à discuter sur les points un après l'autre. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle des processus de paix. Je peux vous donner quelques exemples. Allons-y. En Angola ici, Savimbi était en conflit avec le MPLA. Ça a duré 20 ans. Mais il y a eu beaucoup de processus de paix. BCC, Nairobi, Bamako, Paris. Et pendant ces 20 ans, il y a eu des morts, il y a eu des problèmes. Économiquement parlant, l'Angola a été quasiment bloqué. Le FARC, en Colombie par exemple, combien d'années? En France, vous avez la Corse en crise, Nouvelle-Calédonie en crise. Donc les processus de paix, ça peut vous prendre beaucoup d'années. C'est-à-dire ce qui se passe à Doha, le résultat ne sont pas en court terme. Il faut tout simplement se poser la question, qu'est-ce qu'on y discute et pour quel résultat? De deux, c'est quoi la suite de la discussion? Parce qu'en réalité, les problèmes n'est pas aussi compliqués. Premièrement, il y a une partie des Congolais, certes peut-être aidés par les étrangers, qui n'est pas d'accord avec ce qui se dit ou ce qui se décide au niveau de Kinshasa. Il faut avoir une discussion franche avec ces gens. D'autant plus que l'Église catholique, l'Église protestante, il y a toute une dynamique qui a été déjà enclenchée de ces côtés-là. Il faut étudier les voies et moyens pour sortir de là d'une manière beaucoup plus générique. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il faut que ça soit doublé par une capacité de gérer la cité avec de vrais moyens.
La cité, c'est quoi? C'est l'armée, c'est les services de sécurité, c'est le service de renseignement, mais aussi c'est l'administration, le gouvernement, les institutions nationales, provinciales, la territoriale, sans perturber le texte fondamental, qui est la Constitution et les lois de la République. Et donc, si les lois sont bousculées, si les institutions sont affaiblies, les agressions viendront toujours parce que nous sommes une belle femme, la RDC. Et est-ce que vous pensez que, parce que vous avez soulevé, il y a 2 points, le 8 points, il faut qu'ils puissent discuter au niveau de Doha. Oui, mais il faut regarder ces 8 points, c'est quoi? C'est ce que les autres appellent les causes profondes. Mais nous avons vu de l'autre côté de la FC23, ils voulaient l'intégration et aussi comment gérer dans la partie est de la RDC. Au moment où Tshisekedi aujourd'hui, président élu, en plein mandat, est-ce que vous pensez qu'un jour voir la FC23, le pouvoir de Kinshasa, tomber sur les demandes de la FCM23? C'est probable. Il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Ce qui n'est pas acceptable, c'est la balkanisation. C'est pas acceptable. Mais qu'est-ce qui est acceptable? Ce qui est acceptable, c'est regarder la gouvernance. Regarder les frustrations des autres. Il faut gérer ensemble. Oui, mais le Congo, c'est toujours un pays des compromis. Aucun gouvernement, même en Europe, si vous regardez l'Italie, en Israël en ce moment, c'est un compromis permanent. En démocratie, c'est les compromis aussi. Parce qu'il y a certes la majorité qui vote, mais au sein même de la majorité, il y a des coalitions. Et ces coalitions, c'est base de quoi? Des compromis. Lorsqu'on ne fait pas de compromis, ça crée des frustrations et des cloisonnements. Et ce sont ces cloisonnements qui génèrent des conflits. Mais ce sont des compromis qui vont aussi aider le pays à avancer. Non pas de compromis basés sur des hommes politiques. Parce que c'est ce qu'on est en train de penser souvent. Des compromis oui. Au niveau de principes. Au niveau de principes. Au niveau des principes. Je vous donne un exemple simple. Le premier compromis, c'est pas bon de siphonner l'argent public, ce qu'on appelle la corruption. Celui qui les fait doit être sanctionné. Ce n'est pas bien de violer la Constitution. Celui qui viole la Constitution doit être sanctionné. Ce n'est pas bien, par exemple, de ne pas respecter les résolutions, les lois de la République. Celui qui ne respecte pas doit être sanctionné. Ça, ce sont les choses qui mettent tout le monde d'accord. Mais aussi difficile à pratiquer. Tout ce que vous venez de dire. Non, c'est pas difficile à pratiquer. Mais c'est depuis longtemps. On est toujours dans le même terme, le même mot, de même phrase, corruption, une mauvaise gestion. Mais tout dépend du degré de corruption. Ça dépend? Oui, tout dépend du degré de corruption. À l'époque du maréchal Mobutu, il y avait la corruption. Mais il y avait la stabilité politique. Pendant un certain temps, jusqu'à quoi, 1980, 85. Il y avait la corruption, mais il y avait des institutions qui fonctionnaient. Nous avons l'intégrité de notre territoire. Il y a eu une tentative en 78 avec la guerre du Chabat. Bon, ça a été réglé avec le partenariat, notamment du Tchad, du Maroc, même de la France. Mais, institutions stabilisées. Pendant le règne de Joseph Kabila, il y a eu suffisamment de temps de stabilité, mais il y a eu aussi des périodes de perturbation. D'ailleurs, CNDP, M23. Mais les institutions fonctionnaient. Aujourd'hui, il y a des institutions qui fonctionnent, mais les institutions qui fonctionnent avec une forte perturbation. Parce que nous avons des pans entiers de notre République qui n'est pas sous contrôle. Donc il faut des compromis. Il ne faut pas penser que la solution viendrait de l'étranger. Non. L'étranger n'amènera jamais de la stabilité chez nous parce que l'étranger a intérêt à ce que le Congo ne soit pas en paix. Mais c'est ce que pense. Vous parlez que l'étranger ne peut pas amener la paix. Non, aucun pays étranger mais souvent, ne peut souhaiter la paix du Congo. Mais souvent, nous voyons des hommes politiques congolais, que ce soit de la majorité, de l'opposition, tourner au lieu de tourner leur face vers le peuple, ils tournent vers l'extérieur. Oui, parce que, justement, parce qu'ils pensent que c'est l'étranger qui tire les ficelles. Oui.
Et les opposants, par exemple, veulent aller faire des réunions à l'étranger parce que s'il est faux ici au Congo, ils seront perturbés. Le pouvoir pense que les étrangers peuvent leur donner des moyens, notamment logistiques, ou des pressions. Par exemple, les États-Unis sur le Rwanda. Mais d'une manière intrinsèque, l'étranger n'a pas vocation à régler des problèmes. C'est parce que notre main, on aurait terminé la guerre en Ukraine. Notre main est toujours tendue vers l'étranger. Il faut la arrêter main avec qui est la main tendue, tendue. c'est la main qu'on exige beaucoup, Jean-Marie. Il faut arrêter avec la main tendue. La main tendue, ça vous fragilise. Ça démontre votre incapacité à régler vos propres problèmes. Et 3, ça ne vous laisse pas le temps de développer le pays. Regardez un petit pays comme le Burkina Faso. Il y a un président qui est arrivé il n'y a pas longtemps, par un coup d'État. Mais les décrets de développement, la manière dont le pays est en train de stabiliser, le niveau d'équipement, ça dépasse beaucoup de pays. Pourtant, c'est un pays qui était réputé pauvre, sahélien, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de forêt. Mais là, ça dépend aussi de la volonté. Il faut avoir la volonté. Surtout de la volonté et de la vision. Vision, volonté. Parce que dans la gouvernance, il y a 3 points essentiels, comme je me suis allé dire très souvent. Premièrement, il faut de la vision. La vision, c'est quoi? C'est une perception à long terme de ce qu'on veut devenir, de ce qu'on veut faire. C'est tout ce qu'on veut devenir. Deuxièmement, il faut de la provision. La provision, ça veut dire il faut mettre en place de la logistique, l'organisation, le management. Ça manque au pays. Doubler du leadership. Ça manque au pays. Volontariste. Et enfin, il faut de l'action. Vous avez de la vision, vous faites de la provision et vous avez à poser des actions concrètes qui vont dans le sens de la stratégie que vous avez élaborée auparavant. Alors, dans tout ce que vous avez cité, quels sont, c'est que aujourd'hui la politique, par exemple, vision, volonté, au Congo, nous avons quoi et qu'est-ce qui nous manque? Ce qui manque au Congo, c'est d'abord l'amour du pays. L'amour du pays, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas virtuel, l'amour du pays. L'amour du pays, c'est aimer la nation avec désintérêt, avec abnégation. Mais c'est tout le monde aujourd'hui qui déclare avec volontarisme. On aime notre pays, non, des déclarations de gauche à droite, que nous aimons le pays, il faut se battre pour le pays. Il faut se méfier des gens qui proclament l'amour du Congo. Le patriotisme ne se décrète pas. On le remarque. Non, ça ne se décrète pas, le patriotisme. Comme disait Ole Soyinka, la tigritude ne se proclame pas. Un tigre saute sur sa proie et le dévore, et on voit que c'est un tigre. Et donc, moi je me méfie toujours des gens qui se disent patriotes, nationalistes, qui déclarent leur amour effréné du pays, mais qui violent la Constitution, qui détournent, qui sont dans la corruption, qui sont dans la stigmatisation, qui sont dans la privation des droits et devoirs, ou plutôt des droits surtout, des autres. Vous n'êtes pas patriote lorsque vous ne respectez pas les textes de votre pays. Et donc, ce qui manque aux Congolais, je vous ai dit l'amour, ce qui manque aux Congolais aussi, c'est le travail, la notion du travail. Il n'y en a pas. Un pays, ça ne se déclare pas, ça ne se développe pas avec des incantations. Comment ça? Oui. Ça signifie qu'il n'y a pas du travail. Non, les gens ne travaillent pas. Les gens parlent beaucoup, proclament beaucoup. Et peu de travail. Oui, en Chinois, on dit les Kadima Minou. Kadima Minou veut dire... C'est-à-dire c'est des gens qui ont, pour faire mieux, c'est tellement trop dur. Oui, Kadima Minou, ça veut dire, chez nous, il y a les Kadima Tonko et Kadima Minou. J'explique. Kadima Tonko, c'est quelqu'un qui a sa roue, une houe. Chaque matin, il vient, il fait un bout de champ. Il rentre. Le lendemain, il vient, il fait un bout de champ. Il rentre. Et Kadima Minou, lui, il vient chaque matin, il se met là sur le champ et dit dans une semaine, je vais faire demi-hectare.
Je pense que dans un mois, je ferai 5 hectares. Et si tout se passe bien, je vais planter beaucoup de maïs, un peu de manioc, pour que dans 6 mois, je puisse récolter. Ça, il est dans, et puis il rentre. Il est dans deux paroles, pas dans... Oui, Kadima Minou. Il montre toujours là où il veut aller. Et finalement, comme la cigale et la fourmi, au bout d'un certain temps, les Kadima Tongo déjà fait son champ, il a planté, il commence à moissonner. Et Kadima Minou vient dire, ah non, écoute, donne-moi un peu à manger là. Lorsque j'aurai terminé mes 5 hectares, je vais te rembourser avec intérêt. Et nous sommes là. C'est ce qui caractérise aujourd'hui l'homme congolais. Oui, l'homme congolais aime trop parler, trop de prévisions, On fait parfois des mises en place des services, des agences, des organisations un peu creuses. Et en définitive, les gens qui n'ont pas de cahier des charges, ne travaillent pas correctement. Et à ce moment donné, il n'y a pas de résultat. Et comme personne ne gère le temps, parce que l'ennemi de ceux qui ne travaillent pas, c'est le temps. C'est le temps. Et quand le temps vous rattrape, vous n'avez pas de résultat, il faut chercher le bouc émissaire. J'aimerais Kassamba, justement, aujourd'hui, parce qu'on en parle, l'insécurité, ce n'est pas seulement dans la partie est de la RDC, on a le Mont Bondo ici, nous voyons ce qui se passe dans le Grand Katanga, nous voyons ce qui se passe au Kasaï. Pour arrêter tout ça, vous avez évoqué beaucoup de choses, mais je vous pose une question précise. Pour ce qui se passe à Doha avec le gouvernement congolais, qu'est-ce qu'il faut faire de mieux pour y sortir? Parce que les autres partent avec des exigences, nous on veut que ça, sans ça on ne peut pas négocier. Écoutez, je vous l'ai dit au début, il n'y a aucune situation nouvelle. Nous étudions en stratégie la résolution des conflits. C'est toute une discipline. La crise, le traitement de la crise, la prévention de la crise, il y a des méthodes pour faire ces histoires. Idem pour ce que vous appelez l'insécurité. L'insécurité, c'est la conséquence de quelque chose qui n'a pas fonctionné. En langage simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les institutions doivent garantir la bonne gestion du pays qui empêcherait la survivance de la crise. Et donc, si les institutions fonctionnaient bien, il n'y aurait pas de crise. À partir de là, s'il y a la crise, cherchons les méthodes de résolution de la crise. C'est quoi ces méthodes? Vous m'avez posé la question 1, 2, 3 fois, je vous réponds. Beaucoup de pays sont en crise. Mais ils savent au moins gérer ces crises-là. Bon, il y a toute une discipline de résolution des crises. La planification. Vous savez, des gens qui gèrent par exemple les services de renseignement. Mais c'est mis en place justement pour ça. Pour avoir des informations. Ces informations sont exploitées pour gérer les crises qui peuvent arriver, mais pour prévenir, anticiper sur les futures crises. Quand une crise arrive, par exemple, il faut automatiquement traiter la crise par des professionnels de la gestion de la crise. Et il faut confier aux services d'intelligence la gestion de la crise et l'anticipation de la crise. C'est qui s'y connaît. Par exemple, ce qui se passe à Doha, à Washington, c'est d'abord la matière des services de renseignement. D'abord. Est-ce qu'ils sont intéressés? Je ne sais pas. C'est d'abord leur matière. Pourquoi? Parce que dans ces services, il y a les gens qui s'occupent de la diplomatie, ce qu'on appelle par exemple l'ANER extérieur, les contre-espionnages. C'est une affaire de diplomates.
Quand vous envoyez les diplomates espionner les autres, mais étudier ces zones-là pour vous donner la bonne information pour anticiper. Est-ce que nous avons des ambassadeurs à l'Est, dans ces pays de l'Est, qui maîtrisent l'Est, qui maîtrisent le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie? Il faut mettre là-bas des vrais gens, des militaires ou des gens des renseignements d'un certain niveau qui comprennent géographiquement, stratégiquement les enjeux et ce qui se passe là-bas. Et ceux qui sont ici chez nous ne peuvent intervenir que sur des fiches établies par les services de renseignement, nos diplomates, plus nos militaires, parce que nos militaires, eux, ils font la guerre pour stopper la crise ou pour dissuader. Ceux qui peuvent nous faire la crise. Et donc, vous me demandez, comment faire pour sortir de là? Mais faisons l'analyse des choses. Pourquoi ça arrive? Que veut le Rwanda? Qui est derrière le Rwanda? Par exemple, Félix Tshisekedi a découvert que le Rwanda, c'est un point de passage, c'est les Américains, les Occidentaux qui sont derrière le Rwanda. Il a dealé avec eux. Mais comme eux, ils sont dans ce qu'on appelle la diplomatie, c'est-à-dire la duplicité, ils vont lui dire, nous, on n'est pas dedans, on n'est pas derrière le Rwanda. Mais là, les services de renseignement peuvent faire maintenant ce qu'on appelle une étude de réflexion beaucoup plus simple. C'est qui le Rwanda? Proxy des Occidentaux. Pivot. L'État pivot. Qui fait le boulot des autres. Le Rwanda est où? Le Rwanda est en République centrafricaine, pour les comptes des Occidentaux. L'ONU, notamment. Le Rwanda est au Bénin, pour les comptes des Occidentaux. Le Rwanda est au Mozambique, pour les comptes des Occidentaux. Le Rwanda gère les intérêts du Qatar, beaucoup d'intérêts. C'est-à-dire que quand on va à Doha, il ne faut pas qu'on aille tête baissée pour dire que le Qatar peut être de notre côté, parce que les intérêts économiques du Qatar sont plus au Rwanda que chez nous. C'est-à-dire qu'il faut avoir des gens qui maîtrisent. Mais c'est la clé. De matière, ce n'est pas ramasser n'importe qui. Mais c'est la clé. Vous m'avez posé la question, comment faire? C'est la clé. La clé des résolutions des conflits. La première des choses, c'est l'homme qui y part. Bien évidemment, il faut d'abord des spécialistes qui analysent. Il y a des desks. Desk Afrique de l'Est, Desk Afrique australe, Desk Afrique du Nord, Desk l'Amérique, Desk... Et vous interrogez la ministre des Affaires étrangères, les conseils spéciaux du chef de l'État qui vous font des analyses par desk. Est-ce que vous parlez des desks, tous ces desks que vous pensez qu'au Congo il y en a? Mais il faut qu'il y en ait, parce que s'il n'y en a pas, c'est beaucoup plus grave. Parce que le boulot d'un vrai conseiller, c'est l'analyse. Mais à Doha, ce n'est pas le Rwanda. À Doha, on parle de Congolais, l'AFC, le oui, 23. Mais justement, il faut faire une analyse fine de qui est l'AFC, qui est le M23. Parce que je vous donne, par exemple, en réflexion beaucoup plus terre-à-terre. Oui. Moi, j'avais entendu dire que le véritable patron de l'AFC et des M23, c'est Joseph Kabila. Bon, d'une manière beaucoup plus stratégique. Est-ce que c'était intéressant de faire le procès contre Joseph Kabila à Kinshasa, sachant que potentiellement, on aura discuté avec lui? À Doha. Oui. Ça, c'est une analyse beaucoup plus simple. Bon, si c'était fait comme stratégie des négociations, oui, ça peut se comprendre. Mais comment on va évoluer dans les 8 points à venir, par exemple, si on n'a pas bien dosé ces moyens de pression ou de stratégie de négociation? Parce que moi, si j'étais à la place, par exemple, du président Tshisekedi, j'allais décrisper de l'intérieur pour ne pas donner des arguments à l'AFC M23 pour qu'ils ajoutent dans leur desiderata, pour ne pas dire leurs revendications. Ça ne plus avoir de problème avec de politique. C'est-à-dire, par exemple, oui. Moi, j'ai avec de politique. Mobutu faisait ça beaucoup. Oui. Même Sassou. Il dit voilà, je décrète l'amnistie. Ceux qui ne se reprochent rien, venez. D'ailleurs, même ceux qui se reprochaient quelque chose, venaient quand même. Ngozi Karlibon était condamné à mort. Il est venu, les Munguldiak, je peux vous en citer des gens. C'est ce qui est fait aujourd'hui. D'une part, et puis d'autre part, au niveau national,
les opposants, leurs manifestations. Mais exprimez-vous. Vous allez voir que la pression va descendre. Et ce n'est pas le cas. Bon. Parce que si on parlerait de prisonniers politiques, aujourd'hui on voit nombreux sont dehors. Bon. Malgré qu'il y a eu de condamnations. En tant qu'observateur, j'estime que la définition du prisonnier politique est fonction de celui qui le dit. Et fonction de celui qui les comprend. C'est-à-dire? Il y a des gens qui sont en prison, qui se considèrent prisonniers politiques. Et à l'extérieur, on dit non, ils ne le sont pas. Ce sont des prisonniers des droits communs. Où ils ont trahi, où certains ont été des mèches avec les ennemis. Donc, en tant que traîtres, on les arrête. Et c'est considéré comme étant prisonniers politiques. Donc ça c'est pour ça qu'on parle parfois des prisonniers emblématiques. C'est un terme fourre-tout qui permet de gérer des choses sans trahir, on va dire, les anathèmes qu'on a sur les par rapport aux autres. Donc, moi, si j'étais à la place de Félix Tshisekedi, j'allais, identifier en interne, les personnes emblématiques qui peuvent friser les choses. Moi, j'avais cru comprendre qu'avec la libération des Kabound, par exemple, l'amnistie de François Béat, ça allait continuer comme ça dans le même élan. Bon, certains procès, certaines arrestations, on allait doser sur ça, quelques généraux, voilà. Ça allait permettre, quand on va à Doha, qu'il n'y ait pas un long cahier des charges. Ça va permettre que les catholiques et les protestants, qui ont parfois ce qu'ils disent, les causes profondes, ils vont dire, bon, finalement, regardez la bonne volonté. Mais ils disent, ils ont cette volonté, le gouvernement, le pouvoir de Tshisekedi, délibéré, pour au moins nettoyer. Mais une chose est qu'en face d'eux, l'autre partie n'arrive pas à respecter le cessez-le-feu. Ça, je ne sais pas. Moi, je crois... C'est pour cela, en tant qu'analyste... Il trouve un peu l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie chez tout le monde. Beaucoup d'analystes vous disent que l'AFCLM 23 s'arme, s'organise, s'équipe. Le gouvernement fait autant. Donc c'est un peu chien et chat. Deuxièmement, la communauté internationale ne joue pas franc jeu aussi avec nous. Parce que les Qatar, par exemple, continuent à former les Rwandais, les équipes. L'Union européenne finance encore les formations. Les Américains même ont signé avec les Rwandais. Et aucun n'a condamné les Rwandais nommément comme agresseur, ne l'a jamais nommé comme agresseur de la RDC, ni les États-Unis, ni les Qatar, ou encore l'Union européenne. Nous devons, nous, obtenir, comme à son temps, Joseph Kabila l'avait fait, porter devant la justice la cause rwandaise, l'agression rwandaise, pour que le Rwanda soit condamné d'une manière explicite. L'Ouganda est condamné. Et il y a eu de procès, il continue à payer même. Oui, l'Ouganda paye. Mais l'Ouganda paye quoi? Qu'à ce stade, l'Ouganda paye pour les crimes commis sur notre sol. Avec un mouvement aujourd'hui qui est membre de l'Union sacrée, avec un leader qui est au gouvernement. Et est-ce qu'à ce stade, il est essentiel d'accuser le Rwanda ou bien traduire le Rwanda en justice au moment où il y a un accord de paix qui aujourd'hui, Rwanda-RDC, ça n'arrive pas à tenir. Mais dans ces cas, il faut savoir ce qu'on veut. Pourquoi il faut dire que le Rwanda est agresseur et en même temps, on dit que le Rwanda est notre partenaire. Parce qu'aux États-Unis, on va signer Rwanda comme partenaire. Mais il y a un discours politique qui dit il faut que ceux qui doivent être dans la discussion disent que le Rwanda est agresseur. 1. 2. On n'a pas porté plainte contre le Rwanda au niveau international. Et donc, en droit international, est agresseur, c'est lui qui porte malheur à votre pays. Donc, il faut le poursuivre pour qu'il soit condamné par la justice internationale pour l'action qu'il a menée contre votre pays. Ça, on ne l'a pas encore fait. Et puis, troisièmement, si on signe d'abord l'accord qu'on a signé des principes autrefois, il y a
une partie qui n'a pas été prise en charge, ce sont les victimes. Une fois qu'on sera en bon terme avec les Rwandais, qu'ils vont faire les victimes. Est-ce qu'on va ouvrir de nouvelles actions avec un partenaire avec lequel on fait des choses pour que justice soit rendue aux victimes? Ou bien les victimes vont passer, comme qui dirait, à perte et profit. Voici les réflexions qu'on doit avoir d'une manière sereine. Et c'est sur base de ça que le Congolais, l'opinion, la population va se sentir impliquée. La population va se sentir impliquée. On parle d'Oa Washington. J'aimerais qu'à ça, mais il y a une autre classe politique qui avance comme raison, malgré tous ces accords. Coûte que coûte, on doit se parler au pays. On doit séparer le pays. On doit se parler au pays. Mais bien évidemment, je pense que en toute chose, tout finit par un dialogue. Même la guerre finit par les dialogues. Mais les dialogues avec qui? Ben, il faut parler d'abord entre Congolais, l'identification des leaders d'opinion. On ne parle qu'avec la personne avec qui on ne s'entend pas. On ne peut pas se parler à soi-même, ça serait monologue. Mais quand vous écoutez le chef de l'État, je pense lors de sa rencontre avec l'Union Sacrée, vous allez constater qu'il dit on va parler qu'avec les gens qui n'ont pas mal agi au Congo. Non. Bon, là, à Doha, on fait quoi alors? On parle. On signe même. Mais ce sont ces gens-là qui ont pris Goma, ce sont ces gens-là qui ont pris Bukavu, ce sont ces gens-là qui ont, en ce moment, des armes entre leurs mains. On parle avec eux déjà. Mais il y en a qui n'ont pas pris d'armes, il y en a qui sont sur les terrains, ici à Kinshasa, qui ne demandent qu'à être écoutés, qui ne demandent qu'à être en face de ceux qui ont l'impérium pour que chacun dise ces choses. Ça s'est déjà fait, hein, ce n'est pas une première. Mais tu sais qu'il avait tendu dernièrement la main avec la mission qu'il avait donnée à son conseiller Everand. Oui, mais qu'est-ce que Everand a reçu? Moi-même, j'étais reçu par Everand. Moi, je ne suis pas parti en conflit. Moi, je suis société civile, leader d'opinion, certes, société civile. Mais il y a des personnes emblématiques aussi de la société civile, de l'opposition, on va dire, non armée, qui n'ont pas été consultées. Et Barand n'a pas consulté Fayoulou, n'a pas consulté Kabound. Mais au moins Fayoulou a vu Tshisekedi. Oui, mais il l'a vu à titre personnel. Et ce qu'il a proposé, c'est encore quoi? Le dialogue. Qui n'est pas encore arrivé. Si vous parlez avec Fayoulou aujourd'hui, il dit je suis en attente de ce que j'ai proposé. Alors, le Congolais se pose des questions. Est-ce le dialogue pour se parler en face? Certaines des questions qui choquent le pays, parmi tant d'autres, changement de la constitution, la guerre dans la partie est de la RDC, ou c'est un dialogue pour partage de postes? Parce que c'est devenu comme l'habitude. Les tout, mon général. Comment ça? Les tout. Et sur les causes profondes, et sur ce qui divise, et sur la nouvelle gouvernance. Avec ceux qui ne sont pas aujourd'hui au sein des institutions. C'est ça les compromis. On peut passer à côté, on peut passer outre, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, on finira toujours par le faire. Est-ce que vous savez que la conférence nationale souveraine, Mobutu avait convoqué la conférence constitutionnelle pour préparer les élections? Les délégués qui sont partis au Palais du Peuple, d'une manière souveraine, autonome, ils se sont déclarés souverains. Et donc, ils ont ouvert le cahier des charges, pour ne pas dire les termes de référence, pour parler outre des choses là-bas. Mais quand vous prenez la famille politique du chef de l'État, l'Union Sacrée, et ils arrivent au moins à avoir des choses contraires, pour certaines personnes, dialoguer, pour l'instant, c'est comme une erreur, parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en plein mandat, ce qui est un peu différent avec le temps de Joseph Kabila, passer les deux mandats que prévoyait la Constitution.
avec tout ce qui se passe aujourd'hui, et même quand Tshisekedi dit, il y aura dialogue et à sa propre initiative, pas de quelqu'un d'autre. Non, je pense que souvent ce sont des postures politiques. Mais en général, s'il n'y avait pas de crise, le président n'allait pas vouloir parler. Il allait se consacrer au développement, il allait se consacrer à consolider les acquis, à investir. Mais même l'investissement est bloqué par rapport à la crise. Le développement aussi est bloqué parce que les institutions ne fonctionnent pas correctement. L'économie aussi. Ne pas les dire, c'est de la cécité politique. Et donc il faut prendre les taureaux par les cornes, comme on le dit, amorcer les choses pendant qu'on a le contrôle de l'ensemble de l'appareil, que quand les choses dégénèrent en général. Mobutu en a eu pour son compte lorsqu'il disait à l'époque, je ne parlerai pas avec Kabila, c'est important, etc., etc. Et plus il parlait comme ça, plus Kabila avançait. Et comme Kabila était aidé par l'UDPS qui avait l'ascendance sur la population, tout le long du parcours de l'AFDL, eh ben, il y avait l'appui de l'UDPS. On nommait des gestionnaires. Ramazani Chadari a été nommé gouverneur là-bas pour gérer les Maniema parce qu'il était le fédéral de l'UDPS. J'ai cité beaucoup d'exemples comme ça. Alors le dialogue à l'interne, le faire au Congo ou à l'extérieur, parce que il y a certains de Congolais qui s'évaillent en moins mal d'arriver ici au pays. Tout dépend du leadership et de la volonté politique du président. Moi, si j'étais à sa place, je vais prendre des mesures d'apaisement pour permettre de rappeler ceux qui sont à l'extérieur de revenir au pays. Se parler ici avec des garanties pour leur sécurité, etc., etc. Ça s'est fait, hein, quand le RCD, le MLC, tout ça se sont retrouvés à Kinshasa. Beaucoup avaient demandé d'être protégés par les Nations Unies, mais ils sont venus au bout de 10 jours. Ils n'avaient plus besoin parce qu'il n'y avait pas la menace. Et puis il faut aussi éduquer ses partisans. Ceux qui entourent le chef. Oui, les partisans, parfois, c'est eux qui rendent mauvais service au président parce que souvent, ils sont dans les tensions, beaucoup de faucons, des radicaux. Et ils sont parfois même déconcertés lorsque le président change d'avis. Hein, vous savez, à un moment donné, beaucoup disaient on ne parle pas avec des pantins, on ne parle pas avec des sous-fifres, etc. Et après... Et quand on dit non, il faut faire une délégation pour aller à Doha. Parler avec qui? Avec FM23. Ah. Après, il faut parler du caractère dynamique de la politique. Non, le caractère dynamique a sa signification lorsqu'il y a résolution des problèmes. Pas en empirant les problèmes. Parce que moi, je vois souvent les gens qui insultent en permanence. Et demain, quand la situation change, soit ils ont la honte, parce que les personnes qui continuent toujours dans leur chemin. Ils vont commencer à dire, le président est l'homme de paix, donc on va aller dans l'essence de la paix. Alors, il ne fallait pas insulter avant. Il faut rester correct. Vous pouvez ne pas être d'accord avec quelqu'un sur le plan démocratique, sur le plan du débat, mais ça ne vous autorise pas à les diaboliser, à les traiter de tous les noms, à les crucifier. Non. Sinon, on n'est pas en démocratie. Jean-Marie Samba, dialoguer, oui. Avec qui comme médiateur? Parce que les autres pensent, vous savez, tout ce que l'Église catholique avec le CC, voir le président des autres pays, voir ceux qui sont à l'étranger comme des Congolais, certaines personnes au pays ont jugé mal cette démarche de la Synco, de l'ECC. Ça, ce sont des... Ils devraient élargir leur plateforme, ajouter les églises de Raveil, la société civile, pour que ça prenne un peu du sens. Oui, mais on peut... Vous savez, la notion de confiance, c'est quelque chose de relatif. Hein. L'Église catholique n'a pas vocation à gérer le pays. Même si Moussengo, à un moment donné,
il était président du Parlement, mais vous avez vu que quand il fallait remplacer Mobutu à la place, il s'est défaussé, il n'a pas pu le faire en 97, quand vous êtes arrivé. On n'est pas Congo-Brazzaville qui a été géré par Fulbert Yulou, non. Nous, on est RDC. Et les hommes d'église, même s'ils sont influents, ils n'ont pas vocation à gérer les institutions. Il faut seulement leur faire confiance, peut-être intégrer dans ces structures de supervision du dialogue des hommes de tous bords, un comité paritaire, et puis, si ça ne suffit pas, avoir un ou deux observateurs étrangers des Nations Unies. C'est ce que les autres refusent. Thabo Mbeki a voulu solliciter. On a vu comment le cacique de l'Union sacrée a réagi pour dire que mais s'il y a de la méfiance, l'histoire du Congo s'écrira au Congo. Mais ça s'écrit au Congo avec les Congolais de bonne volonté, avec les Congolais qui se dépassent. Il y a eu le dialogue par exemple de l'Union africaine avec Edem Kodjo à l'époque. Mais Félix Tshisekedi, plutôt Etienne Tshisekedi n'était pas venu. Joseph Kabila, si je me rappelle bien, avait donné la mission à la Senko d'aller à Limete rencontrer Etienne Tshisekedi pour qu'il intègre les dialogues. Et on a élargi ça au niveau de la Senko. Et là, tout le monde est venu. Ça pondit quoi? Une transition qui a organisé les élections. Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre. Et on a organisé les élections, ça s'est bien passé. Jean-Marie Kassamba, avant de déposer le micro, la dernière question. Aujourd'hui, on parle de renouveler la classe politique. Est-ce renouveler la classe politique, c'est avoir de jeunes au poste? Non. Ou renouveler la classe politique, c'est le changement de l'homme? Moi, je suis plus déçu par les jeunes que par le vieux. Comment ça? On dit, comme les Québécois disent, Bango Azoyana Makila Moto. Non, non. D'abord, moi, je pensais que après les échecs des jeunes des années 60, vous savez que les commissaires généraux, c'était des jeunes. Tous les chefs d'État, sauf Kasavubu, ont accédé au pouvoir jeunes. Mobutu avait 30 ans, à peine. Joseph Kabila avait quoi, 27 ans. Et bon, Félix Tshisekedi avait plus de 60 ans, donc 58 ans il avait. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la suite des vieux, y compris les vieux des régimes passés? Qu'il y a des jeunes. Qu'est-ce que vous voyez sur les plateaux de télévision aujourd'hui? Ce sont des jeunes. Des jeunes. Mais quand vous les écoutez parler, quand vous les voyez agir, rien d'importance dans les raisonnements. Ça ne rassure même pas. Les jeunes répètent des discours de haine. C'est les jeunes qui insultent d'ailleurs. Ah oui. C'est les jeunes qui sont dans les antivaleurs, dans le mensonge, sur des plateaux de télévision. Même s'ils ont vu leurs vieux mentir aussi. Mentir aussi. Moi j'ai vu des professeurs d'université mentir. Alors qu'est-ce qu'il faut? Et vous répondez, qu'est-ce qu'il faut pour renouveler? Ce qu'il faut, d'abord, il faut mettre l'intelligence au service du Congo. Que ce soit vieux ou jeune? Oui. L'intelligence au service du Congo, qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? Il y a beaucoup de gens qui sont choqués par ce que nous vivons, qui sont malheureux, mais qui ne peuvent rien faire parce que les intellectuels, l'élite a démissionné, l'élite a fui les débats, l'élite a laissé les institutions pour se mettre dans une posture de lamentation. Il faut que l'élite récupère sa place de réflexion, d'analyse, d'orientation. Les masses n'ont pas d'âme. Les jeunes sans formation, sans orientation, sans management, sans leadership, c'est rien. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la réflexion, l'intelligence. Vous savez, Karl Marx n'était pas jeune. Hein? Montesquieu n'était pas jeune. Hein? La Révolution française avec les Napoléon, les autres, c'était pas jeune. Hein? Mais il y avait une pensée nouvelle, une façon
d'aimer son pays. Une façon de privilégier le texte. Ce qui pose problème chez nous, on pêche sur les textes. Il n'y a rien qui est respecté. On pense qu'un texte est bon que quand il fait mon affaire. Mais quand il s'oppose... Tout ce que moi j'avais entendu dire sur la Constitution, c'est ce qu'on encourage aujourd'hui. J'ai dit, mais c'est pas possible. Cette Constitution, on disait, ne touchez pas à ma Constitution. On va mourir pour la Constitution. Il y a des jeunes gens qui portaient les drapeaux. Et on mettait de cadenas sur la Constitution pour dire... Aujourd'hui, vous voyez les mêmes jeunes qui vous disent, mais cette Constitution, c'est du lambeau, il faut changer ça. Ont-ils raison ou pas? Non, ils n'ont pas raison. Est-ce que... Il ne faut pas que ça soit... La réflexion n'est pas géométrie variable. La réflexion doit se baser sur des principes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas changer une constitution, on peut la changer. Et on ne peut pas aussi interdire les gens de penser... Mais pas de désacraliser la constitution. Sinon, on vit dans quoi? Pendant le temps que cette constitution est en vigueur, il faut la respecter. Si on décide de la changer, il faut qu'il y ait un débat. Mais c'est pour cela. Tshisekedi l'a dit, on ne peut pas interdire aussi les gens de penser comment mais pas de désacraliser. On peut modifier une constitution. Mais pour qu'on la modifie, il y a les cadres. Le préalable. Oui, non pas les préalables. Il y a le cadre pour le faire. Il y a les référendums, il y a les parlementaires qui peuvent en discuter. Voilà. Mais avant qu'on la change, il faut qu'elle soit respectée. C'est pour ça que vous voyez que même pour les nominations, pour les décisions importantes, on dit toujours vu, vu, vu. S'il n'y a plus vu, c'est qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de références. Et c'est dangereux. Merci. Merci à vous. Jean-Maurice Samba. Ce carte sur table que vous recevez. Je vous en prie. Je rappelle à tous nos téléspectateurs, président de l'UNPC Kinshasa, président du groupe Télé 50. Et enseignant. Et enseignant, oui. Voilà. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Merci à vous et bon courage. Vous étiez nombreux à nous regarder de partout. C'est bien sûr Congo 26 Télévision. Vous allez suivre cette émission en rediffusion le vendredi à 14h, juste heure de Kinshasa. Pour ceux qui sont à Goma, vous qui sont gagnés, vous allez nous suivre à 15h. Merci. Et surtout, aimons le pays. L'amour du pays nous fera bien. Merci.